Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. On parle de ragnagna. Dans cet épisode, je reçois Éléonore Grief au micro de Sans Tabou. Elle nous parle de son métier de réalisatrice, mais plus particulièrement de son dernier documentaire qui s'intitule « Mauvais sang ?» en coproduction avec France 3 Grand Est et qui est sorti le jeudi 26 mai dernier. On y parle des règles, de menstruation, de ragnagna, sans tabou et sans complexe, mais surtout de cette invisibilisation dans notre société. Pourquoi est-ce aussi tabou alors que finalement cela touche des millions de personnes dans le monde ? Ça vous intéresse ? Alors je vous laisse écouter ma conversation avec Éléonore. Bonjour Éléonore, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien. Je suis bien contente d'être avec toi pour parler de mon deuxième film. Ouais, aujourd'hui on va parler surtout de Mauvais sang, qui est un documentaire que tu as réalisé, qui est sorti il n'y a pas longtemps, sur France 3, si je me souviens bien. France 3 Grand Est, je précise. France 3 Grand Est, oui, c'est vrai. Et c'est un sujet tabou, pour le coup, et c'est pour ça qu'on était vraiment très intéressés de t'interviewer sur le podcast. Et du coup, en fait, tu es une réalisatrice. Est-ce que tu as fait deux documentaires, tu viens de le dire. Et c'était quoi le premier, du coup ? Alors, c'est un film qui s'appelle Mange-moi. Et c'est sur le vécu des proches d'une personne souffrant d'anorexie. Ah oui. Donc en fait, c'est sur l'anorexie, mais quand même plus sur le vécu familial autour de la personne qui en souffre. Alors il se trouve que c'était sur ma famille, okay. Donc c'était un film plus personnel que Mauvais sang. Mais voilà, qui avait été aussi coproduit par France 3 Grand Est. Donc voilà, c'était pas ma première collaboration sur ce format, sur du documentaire, voilà, pour une télévision régionale. Ah, mais c'est top. Du coup, en fait, t'es un peu comme nous, tu t'aimes bien parler des sujets tabous. Oui, oui, tout ce qui touche finalement au corps des femmes et le corps des femmes dans la société notamment. Donc forcément, souvent, c'est tabou. Ouais. Hyper intéressant de les aborder et d'essayer un peu d'ouvrir les esprits. Non, c'est super. Moi, j'ai adoré ton reportage, Manou aussi. On a toutes les deux adoré, comme on a pu te le dire en off. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait accepter de parler sur ce sujet, mais sur le podcast d'abord ? Donc, tu veux dire dans le cadre de votre podcast, parce que déjà, ça permet de faire connaître mon travail, parce qu'une fois qu'il est passé à la télévision, la vie qu'il pourra avoir, ce sera en festival. Mais bon, voilà, il faut qu'il soit sélectionné, il faut que le bouche à oreille peut-être fonctionne. Donc voilà, on est toujours pour pouvoir faire vivre un film après sa sortie, pour qu'il existe, pour qu'il rencontre son public. Et ensuite, voilà, je me dis que quand c'est justement dans un cadre qui est vraiment intéressé par le sujet, c'est d'autant plus intéressant. Ça vient toucher des personnes qui seront là pour les bonnes raisons, quelque part. Parce que, par exemple, dans la promo du film, j'ai pu parler sur France Bleu Sud Lorraine. Et là, c'était hyper généraliste. C'était 2 mots sur le film et c'était fini. Ouais. C'est très bien pour promouvoir le film, mais c'est pas du tout le même travail, c'est pas aussi intéressant. C'est aussi pour ça que, quitte à prendre du temps pour ça, autant privilégier les bons canaux. Mais là, je te confirme qu'on va en parler en profondeur. On va prendre le temps, y a pas de souci.
Et comment t'as eu l'idée de faire ce documentaire ? C'est par rapport à ton vécu ou... Alors c'est toujours un peu mêlé, parce que quitte à passer 4 ou 5 ans de sa vie à travailler sur un sujet, autant qu'on soit bien intéressé. Alors déjà, ça concernait le corps des femmes. Je pense que c'est, en tant que féministe, c'est une question qui m'intéressait, mais sans que je le sache vraiment. C'est quand j'ai eu un moment, pendant que je réalisais mon premier film, il y a eu des moments de creux, et il se trouve que c'était début 2017, quand il y a plusieurs livres qui sont sortis sur le sujet, notamment Ceci est mon sang d'Élise Thiebaud. Et donc voilà, à la radio, on commençait à en parler, il y avait des petits reportages ici et là sur le grand tabou des règles, et voilà tout ce qu'on pouvait en dire. Et là d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, ça c'est un sujet sur le corps des femmes qui est hyper intéressant, qui pour l'instant a pas trop l'air d'exister en film, alors que visuellement, on peut faire peut-être des choses. Et pour autant, donc j'ai commencé à creuser le sujet, à lire les bouquins, à écouter les émissions qui étaient faites, et il y avait un truc qui était pas du tout abordé et qui m'intéressait particulièrement, c'était le fait de pas avoir ces règles. Ah. Alors je suis complètement d'accord que pour briser le tabou, il faut justement faire exister les règles aux yeux des gens quelque part, même si je suis pas forcément... Je vais pas dire aux gens allez-y, montrez vos culottes ensanglantées au monde entier, c'est pas ça, ça mon pourrait être projet. Marrant, Il y en a qui l'ont fait et voilà, c'est génial pour elles, mais c'est vrai que je comprends en fait la diversité des points de vue sur la question entre celles qui préfèrent que ça reste quelque chose d'intime et de caché. Voilà, il y a pas de mal avec ça. Mais du coup, effectivement, il faut en parler pour que ça existe. Mais pour autant, il y a eu tout un discours en fait au début, et ce qui est assez logique, c'était de dire voilà, on revendique nos règles, du coup il faut les vivre à fond, et il faut les vivre hyper naturellement. Et en fait, moi, ça m'a un peu dérangée, parce que je me suis dit, mais en fait, ça veut dire qu'on réduit encore un peu la femme à ça. Enfin, voilà, on a ces règles, notre corps, il est fait comme ça, et du coup, il y a qu'une seule manière de les vivre, et il y a qu'une seule expérience des règles. Et en même temps, c'était normal, parce que c'était le début, donc évidemment que si on commence à parler des règles, on parle de les avoir, et de les avoir de la manière la plus évidente. Mais pour moi, il y avait toute la dimension autour des femmes, de la ménopause, des femmes qui n'ont pas leurs règles pour une raison... peut-être que l'anorexie m'avait aussi un peu influencée pour ça, c'est que de savoir que voilà, il y avait plein de personnes qui se retrouvaient à plus avoir leurs règles, et que justement, c'est tellement constitutif dans notre parcours de femme d'accéder à la féminité par les règles, parce que voilà, c'est un peu un des premiers événements à l'adolescence qui marque vraiment ça, et qui continue d'ailleurs de marquer ça quand on en parle, voilà, à beaucoup de femmes. C'est symboliquement, c'est quand même hyper important. Voilà, moi, en tout cas, ça m'a questionnée. Ça veut pas dire que je me suis pas intéressée à tout ce qui se disait autour, mais disons que j'ai d'abord abordé les choses un peu sous un angle un peu dévié, quoi. Oui. On parle des règles, mais on parle pas de toutes les situations, même si c'est de toute façon difficile. Ah oui, mais ça ferait un reportage très très long. En 10 parties. Mais ce qui fait que voilà, moi, on va dire que sur le plan personnel, le fait que ça m'ait intéressée, c'est qu'il se trouvait qu'à ce moment-là, j'avais une pilule qui m'avait enlevé les règles, et je le vivais très bien. Mais ce qui fait que le fait que je le vivais très bien fait que je me suis dit, mais en fait, les règles ont déjà une position particulière pour moi. C'est ni un truc que je subis, ni quelque chose qui me fait peur. Enfin, j'ai pas de défiance forcément vis-à-vis de mon corps. Il y avait tout un truc qui passait bien, et en même temps je me suis rendu compte que j'en savais pas tant que ça sur le sujet. Oui. Voilà. Et donc dès qu'on commence à creuser, on découvre plein de choses. Mais j'ai commencé en tout cas mon projet avec cette inquiétude de pas partir dans de nouvelles injonctions à faire aux femmes. Parce que en tout cas à ce moment-là, dans ce que j'entendais, j'avais l'impression que le discours principal, c'était « vivez vos règles le plus naturellement possible », et donc arrêtez la pilule, arrêtez toute votre contraception, ne portez que des cups et des serviettes lavables, parce qu'à ce moment-là, c'était ça qui était un peu à la une. Évidemment, je suis complètement pour les cups et pour les serviettes, et maintenant pour les culottes menstruelles, ça a l'air... C'est génial sur le principe, c'est juste que c'est pas accessible à toutes, c'est pas pratique pour tout le monde, et du coup on continuait un peu d'être dans cette injonction, il y a qu'une seule bonne manière de vivre ces règles, et j'avais
en tout cas assez peur de partir dans ce discours-là. Et donc j'espère que le résultat final, que mon film ne, ne distribue pas comme ça des injonctions ou des normes, parce que en tout cas c'était pas le but du projet. Bah moi c'est pas mon ressenti en tout cas. Si ça peut te rassurer. Après peut-être que d'autres personnes auront ce ressenti, je ne sais pas. Mais moi c'était pas le mien et je crois... Enfin je vais pas parler à la place de Manon, donc voilà. Mais du coup ton but c'était de faire en sorte justement qu'on parle des règles plutôt globalement en fait et que ça soit moins tabou, c'était ça? Oui, dans tous les cas, il y avait l'idée d'aider, enfin de contribuer à briser le tabou, comme le faisaient plein d'autres personnes, par d'autres moyens aussi. Voilà, moi j'ai utilisé le biais que je connaissais, c'est-à-dire faire un film de témoignage, parce que c'est un peu ça mon dada, on va dire, et aussi en collaborant avec une artiste, parce que c'est déjà ce que j'avais fait sur mon premier film. Oui, avec les dessins et collages, c'est ça. Hein. Ouais. Et je trouve que ça apporte... Enfin, déjà, le principe de collaborer, de ne pas avoir que ton imaginaire qui entre en scène, c'est hyper enrichissant. Et ça apporte beaucoup. Et pour le spectateur, je pense que ça permet d'avoir une autre lecture, de pouvoir s'identifier différemment, d'en retirer plus de choses et des choses aussi plus personnelles, parce que voilà, chacun reçoit à la fois la parole et à la fois là, les séquences d'animation... Tout cet univers que Elsa Brozovic a créé, chacun, voilà, il prend ce qu'il a envie d'y prendre et je pense que c'est bien plus enrichissant comme ça que si c'était juste moi qui racontais seule mon histoire. Ouais, à deux, toujours, on a toujours plus d'idées et après on fait une sorte de petit mix des deux où on essaye de se mettre d'accord. Je suis totalement d'accord. Et quel message, s'il y en a un en particulier, bien sûr, souhaites-tu passer à travers ce film? Alors, effectivement, contribuons tous à briser le tabou, mais en fait, c'est d'abord et avant tout pour que chacun puisse vivre tel qu'il l'entend, son rapport avec son corps dans la société. En gros, c'est se libérer, mais se libérer de ce qui nous gêne. S'il y a des choses qu'on vit bien, il n'y a pas de problème voilà, on n'est pas obligé de tous embrasser la même manière de vivre ces règles. Et surtout, il faut entendre qu'il y a d'autres manières, entendre qu'il y a d'autres situations et justement s'intéresser à ce qu'on peut faire pour aider et pour contribuer sans en faire, sans imposer sa vision des choses. Et je sais que c'est hyper difficile parce que je pense que on a toujours tendance, surtout quand on pense que on a trouvé la bonne façon. La bonne façon de dire ce qui est mieux. Mais déjà, on vit nos règles de différentes manières, en fonction de nos flux, en fonction de notre ressenti. Ou de notre maladie, si on en a une, en fonction de ça. Donc, notamment l'endométriose. Donc, on peut pas avoir la bonne méthode, entre guillemets. On a la bonne méthode pour nous-mêmes, mais c'est tout, quoi. C'est ça. Et donc, c'était aussi ça l'idée de faire un film avec plusieurs témoignages. Il y a 11 protagonistes dans le film. C'était aussi de donner une diversité. Alors même si, ça reste des expériences qui se ressemblent. On n'a pas des cas hyper particuliers. Ça reste quand même plusieurs expériences de femmes, entre autres, qui ensemble construisent, on va dire, un parcours relativement classique du corps des femmes, à travers les différents âges et dans la société, quoi. Mais en tout cas, on voit que chacune a trouvé ou pas son cheminement avec son propre corps. Et du coup, c'est aussi un message qu'on peut... peut-être le film essaie de contribuer à ça, c'est d'intégrer les hommes dans la problématique, de voir comment, eux aussi, il y a tout un apprentissage, une appréhension de ce qui se passe et de comment, après, eux, ils peuvent aider sans prendre la place des femmes sur le sujet, parce que c'était aussi ça, c'était pas le but de donner la parole aux hommes, c'était pas leur donner une place qu'ils n'ont pas, mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse avancer sur des questions d'égalité si tout le monde n'est pas intégré dans la conversation, quoi. Donc c'était ça aussi l'idée, c'était de faire participer un maximum de personnes, que tout le monde se sente concerné. Ouais, justement, comment as-tu réussi à trouver des hommes ? C'est justement une question qui me
qui m'est venue à l'esprit. Comment est-ce que tu as réussi à trouver déjà des invités tout court pour témoigner, notamment des hommes, quoi? Alors c'est sûr que trouver les femmes, c'était plus facile. Parce que l'air de rien... Alors il y a eu beaucoup de bouche à oreille et pour la plupart, il y avait un vrai enthousiasme en fait à l'idée de témoigner. Au départ, j'ai fait évidemment beaucoup plus d'entretiens que ce qui... Enfin, pas des entretiens filmés. Hein. Ce qui est dans le film, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il y a personne qu'on a filmé, qu'on n'a pas mis dans le film. Mais j'ai rencontré des dizaines d'autres femmes qui voulaient m'aider d'abord dans le processus d'écriture du projet. Mais il y avait un vrai enthousiasme, surtout, on va dire, dans la génération des 20-30 ans. Là, on sentait un vrai désir de parler, un vrai désir de partager. Les femmes plus âgées, c'est là que le bouche à oreille aussi a pas mal aidé parce que ça paraissait peut-être moins évident. Ah, parler des règles, d'accord, pourquoi ? Mais après, il y avait aussi des personnes qui voyaient tout à fait l'intérêt. Mais dans tous les cas, voilà, quand même, du côté des femmes, ça paraissait assez évident. Okay. Et donc, pour les hommes, bon, au départ, je me suis un peu fait la main, on va dire, sur des amis, de voir ce qu'ils pouvaient avoir à apporter sur la problématique, quelles étaient les questions sur lesquelles ils avaient des choses à dire et qu'est-ce qui les questionnait en fait dans tout ça et voilà, leur rapport au corps de leur copine en général, qu'est-ce que ça leur a inspiré. Et du coup, ça n'a pas été très difficile de trouver Marc, qui est dans le film, qui a 25 ans environ, parce que voilà, il était dans le groupe de jeunes femmes féministes qui avaient répondu assez facilement par Facebook à des messages, voilà, une petite annonce, est-ce que vous voulez participer à un film ? Marc, c'est lui qui m'a contacté direct, il était hyper enthousiaste. Mais parce qu'il était, on va dire, dans le bon environnement pour ne pas se sentir pas à sa place, okay. On va dire. C'était des questions qu'il avait beaucoup abordées déjà avec ses amis, et du coup, il pouvait en parler librement, il y avait pas... Le tabou existait déjà plus, en fait. Ça aide. Oui, ouais, complètement. Mais par contre, trouver un homme, oui, de plutôt la cinquantaine, ça... J'ai essuyé des refus, et c'était même difficile de trouver à qui s'adresser, parce que tout simplement, ils savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir me raconter, et donc il y avait une vraie pudeur, et c'était vraiment, oui, mais non, je sais pas quoi te dire là-dessus, et donc non, je ne dirai rien. Et jusqu'à ce que, par le bouche à oreille, Francis, qui est dans le film, accepte, mais d'abord aussi en partant sa réponse c'était, je sais pas très bien ce que je vais pouvoir te raconter, mais bon, si t'as des questions, vas-y. Et en fait... il a fait ses devoirs avant le tournage. Ah, bien. Il a posé des questions à son ex-femme, à sa fille, voilà. Et en fait, le jour du tournage, je lance la première question et il parle pendant 1 demi-heure. Ah ouais. Il a fait la moitié de mon questionnaire sans que j'ai besoin de relancer quoi que ce soit. Oh, génial. Donc il avait creusé. Et en fait, plein de souvenirs lui étaient revenus, plein de choses comme ça qu'il avait mis sous le tapis un peu quelque part, que c'est pas important, ça fait partie du quotidien. Et en fait, rien que de se poser la question, ça lui avait permis de se rendre compte qu'il y avait plein de choses à dire. Ah ouais. Donc voilà. C'est quand même tous les mois en moyenne, on va dire. Donc, Oui, voilà, mais c'est vrai que même pour lui, au bout d'un moment, ça avait fait partie du quotidien. Comme nous, nos cycles, ils s'enchaînent et on se souvient pas forcément de chacun d'entre eux. Ouais. Du coup, il y avait plus, oui, c'est peut-être une idée un peu générale de vagues souvenirs et après, voilà, plein d'anecdotes lui étaient revenues, de même le rôle que lui avait pu jouer à certains moments ou pas, quoi. Et tu dis justement que tu as mis facilement à trouver des témoignages femmes, beaucoup moins facilement hommes et surtout cinquantaine. Et il a parlé pendant 1 demi-heure. Et justement, je me demandais combien de temps chaque étape prenait. Chaque étape, c'est-à-dire recherche de témoignages, ensuite enregistrement. En tout cas, nous, on dit tournage, là, parce tournage. que c'était ça. On arrive avec tout le matos, mais... C'est ça. Donc, en tout cas, pour les grosses étapes de la réalisation d'un film comme ça, il y a quand même aussi d'abord toute une grande partie qui est l'écriture pour les financements. Parce que le documentaire de création pour la télévision, c'est tout un
pour pouvoir produire un film, il faut avoir la certitude qu'il va être diffusé derrière à la télévision. Et donc, ça demande de le financer avant même de le réaliser. Ah oui. Voilà. Parce qu'on Il y a une pourrait petite pression, quoi. Voilà. Enfin, disons qu'en tout cas, on pourrait, par exemple, réaliser le film et après seulement le vendre à une chaîne, une fois le produit terminé. Mais là, en tout cas, dans ce, on va dire, dans ce plan de financement, il faut d'abord qu'une chaîne de télévision accepte de le coproduire et s'engage à le diffuser derrière. Donc, il y a quand même toute une partie, oui, d'un travail d'écriture qui est assez long. Et moi, d'autant plus parce que je pense que j'ai toujours besoin de bien mûrir le sujet pour y apporter beaucoup plus de nuances que la manière dont je l'ai abordé au départ. Et donc, j'ai fait énormément d'entretiens dans cette première partie du travail pour pouvoir écrire des dossiers où il y avait déjà de la vraie parole, du vrai témoignage, plein d'informations réunies, plein d'anecdotes qui permettaient de construire le récit. Et donc après, quand le film était financé et donc qu'on pouvait se lancer dans vraiment sa création, j'ai recontacté certaines des personnes que j'avais déjà interviewées pour savoir celles dont les témoignages étaient vraiment intéressants, notamment parce que j'avais pas forcément rencontré des personnes de tout âge. Par exemple, Françoise, qui est dans le film, qui a plus de 80 ans. J'en ai pas rencontré beaucoup des personnes aussi âgées. Et comme son témoignage était hyper intéressant, voilà, elle faisait partie des personnes que j'avais vraiment envie de pouvoir avoir dans le film. Et donc, voilà, elle était dans le projet dès le départ parce je l'avais interviewée dès les premiers dossiers écrits. Après, il y a eu de la recherche d'autres protagonistes, de savoir qui acceptait d'être filmé cette fois-ci. Et pour toutes ces personnes, je les avais en tout cas déjà interviewées au préalable pour se connaître leur histoire et savoir ce qu'elles allaient raconter. Et donc après, on fait le tournage. Donc là, en général, donc moi j'ai un questionnaire mais après la personne, elle peut digresser selon les questions qui l'inspirent. Et donc on avait en moyenne, on va dire 1 heure et quart de vidéo à la fin, parfois plus, parfois un peu moins. Et donc, fois c'est déjà 11. énorme. Oui, voilà. fois 11. Et après, voilà, il fallait en faire un film de 52 minutes. Ah, c'est précis, 52 minutes, il fallait ? Oui, ouais, parce que ça, c'est la case horaire à la télévision, sur France 3, en tout cas. Ah ouais. Ça doit être 52 minutes. C'est une sacrée contrainte, quand même, je trouve. Ouais, après, on peut justement tirer sa force de ces contraintes-là. C'est vrai. Mais du coup, ça a mis combien de temps en tout pour faire tout ça ? Alors, en tout, du coup, comme j'ai dit plus tôt, j'ai commencé à faire des recherches sur le film en début 2017. Ouais. Et le film, il a été terminé en novembre 2021. D'accord. Voilà. Et diffusé seulement en mai 2022. Et donc ça, c'est toutes les contraintes de calendrier. Ah ouais, c'est long en fait. Mais c'est long. Mais après, je suis particulièrement lente par rapport à d'autres. Voilà. Mais après, il faut quand même compter pour ce genre de projet avec donc un financement au préalable et tout ça, on peut difficilement faire en dessous de 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a tout un processus d'écriture et de commission, en fait. Il faut soumettre le dossier, il faut attendre les réponses. Et donc, si on veut pas commencer à engager des frais ou trop de frais, tant qu'on n'a pas d'argent, on est obligé d'attendre. Et donc, oui, forcément, 2-3 ans, si tout se passe très bien, que les dossiers, ils emportent tout de suite l'adhésion, que les chaînes sont au rendez-vous. Mais c'est quand même 2-3 ans. Parce que souvent, rien que le temps du tournage, puis le montage, puis le mixage, tout ça, c'est quand même sur 1 an facilement, le temps que tout se... Ouais, plus la programmation après sur la chaîne. Voilà. Parce que je suppose que ça aussi, ça se fait à l'avance. Oui, c'est... Quand on a fini le film en novembre, on savait déjà que ce serait pas avant le printemps 2022. Donc, faut être patient. Oui, c'est un peu frustrant. Surtout quand on sait qu'il est fini, quoi. C'est ça. Et tu disais tout à l'heure que tu mets surtout le format avec des témoignages. Pourquoi choisir vraiment ce format-là ? Déjà, je pense que je choisis des sujets ça empêcherait pas de filmer les gens en situation. On peut tout à fait imaginer que ce soit pour mon précédent film sur l'anorexie ou pour celui-ci sur les règles,
voilà, des femmes qui nous emmèneraient dans leur salle de bain et qui nous montreraient voilà, leurs accessoires, enfin plein de choses. Ce serait pas impossible d'avoir ou des groupes de parole, enfin plein de choses. C'est juste que c'est aussi des sujets pour lesquels il n'y avait pas forcément besoin de ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi je vais vers ça. Parce que ouais, j'ai une vraie sensibilité pour le témoignage, pour la parole, pour la force des mots. Alors ça se prête pas à tous les contextes, parce que voilà, selon les situations, les gens peuvent pas forcément témoigner, avoir de la distance, enfin voilà, selon les sujets, c'est pas forcément pertinent. Mais en tout cas, là, pour des femmes qui prenaient un moment pour voilà, réfléchir à ce qu'elles avaient vécu, refaire un peu le parcours, creuser ses souvenirs de qu'est-ce qui les avait marqués dans leur histoire avec leur propre corps, moi je trouve que ça marche bien. Il y a des mots comme ça qui peuvent venir, ou des anecdotes, la manière de les raconter, c'est hyper riche, on s'identifie, et bon voilà, c'est quelque chose avec quoi je me sens relativement à l'aise, recueillir de la parole, et ensuite la mettre en scène, la monter pour construire un récit. Oui, ouais, je pense que c'est quand même vraiment lié à la manière dont soi-même on reçoit les choses. Ça conviendrait pas à tous les réalisateurs. Et moi, oui, la parole, c'est une matière qui me touche beaucoup, quoi. En fait, c'est parce que c'est plus naturel. Parce que j'étais en train de me dire, pourquoi plus un documentaire avec témoignage du réel que un film, quand je dis fiction, c'est pas exactement ça, mais qui raconte, mais que c'est un film classique. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai bien formé ma question. Si, mais alors en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis très accrochée au réel. Enfin, à la vérité, c'est pas la bonne manière de le dire, mais en tout cas, c'est pour ça, même ce que je disais avant, c'est que même pour écrire un dossier, voilà, je pars sur des témoignages réels. J'invente très peu. Enfin, je vais pas moi-même fictionner des choses. C'est pas mon truc préféré. J'aime bien avoir la vraie parole des vrais gens, des vraies histoires. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et le fait qu'en plus, il existe des personnes comme ça qui acceptent d'un coup qu'on leur brandisse une caméra sous le nez dans leur vie, alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu de passer à la télé ou sur un écran. Et ils acceptent de partager un petit bout de leur quotidien, un bout de leur histoire. Et bon, je trouve que c'est assez incroyable. Parce que après, effectivement, on ne sait pas ce que ça devient, comment les gens le reçoivent. Mais pour le peu que j'en sais, des retours qu'on me fait sur mon travail, ça touche, ça parle aux gens, et ça les fait réfléchir sur leur propre histoire. Et je dis pas du tout que faire une fiction, ça ferait pas ça. C'est juste que moi, je saurais pas le faire pour que derrière, ça touche autant les gens dans leur propre sensibilité, que ça résonne en eux. Ça, je saurais pas le faire autrement qu'en utilisant ce que me donnent d'autres vrais gens. Mais je comprends le fait de trouver, enfin c'est hyper, je sais pas comment on peut dire, gratifiant de trouver des personnes qui acceptent d'être filmées et interviewées. Parce que je sais qu'on fait des micro-trottoirs aussi sur Sans Tabou, et d'aller dans la rue demander aux gens s'ils veulent bien être filmés et enregistrés, je sais que c'est très 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 compliqué. Après là, ça prenait pas de temps, hein, que toi, clairement ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, tes sujets, ils sont abordés en fonction des personnes trouvées. Enfin, tes sujets. Parce que les menstruations sont vécues de différentes façons en fonction des personnes. Et du coup, tu t'as vraiment choisi, comme tu disais tout à l'heure, les personnes qui conviendraient le mieux, les moments. Parce que c'est hyper compliqué de faire ça. Parce que, comme tu disais, tu les enregistrais sur 1 heure. Et après, il fallait prendre la bonne partie qui convenait. À tel moment, il fallait le mettre. Comment tu fais ça? Alors, effectivement, il y avait... Enfin, on va dire que le postulat de base, c'était d'avoir différentes générations de femmes pour pouvoir effectivement parler des menstruations, des premières règles jusqu'à la ménopause. Donc il y avait, on va dire, cette première idée qu'il fallait, parmi tous les personnages qui seraient enfin voilà, toutes les personnes qui participeraient au film, il fallait quand même une certaine diversité d'âge. Mmh. Alors parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y a effectivement eu quelques parcours un peu atypiques qui racontaient un rapport aux règles, parce que c'était des règles très particulières. Du coup, c'était un rapport forcément particulier, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient
qui souffrait de métrorragie, donc ça veut dire qu'elle saignait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'était des proportions anormales. Ouais. Et ça reste très intéressant parce que ça dit des choses en plus. Ou par exemple, j'ai rencontré une personne qui était en ménopause précoce, mais genre vraiment très, très, très précoce parmi des records qui existent. Voilà. Et c'est hyper intéressant. Ça dit énormément de choses, mais en même temps, pour un film de 52 minutes qui réunissait autant de points de vue, finalement, je pense que ça aurait pas pu être assez mis en valeur et assez bien raconté quand on voulait d'abord et avant tout déjà raconter la base, on va dire. Finalement, le film, il fait ça, c'est qu'il est pas... on va pas aussi loin qu'on pourrait aller, et aussi loin que les personnes qu'on a interviewées allaient elles-mêmes. Il y a énormément de choses, des témoignages qu'on n'a pas pu mettre, parce que ça allait déjà trop loin par rapport au fait de raconter rien que le parcours des règles, au cours de la vie, rien que reconstituer les différents moments, et un peu toutes les dimensions, parce qu'on a juste abordé tout ça, on a ouvert plusieurs portes, on va dire, mais après le chemin il peut continuer à l'infini. Vraiment, on est loin d'avoir tout tout raconté, et donc à la fois, tout en étant assez personnel, va pouvoir s'imbriquer avec celui des autres pour pouvoir raconter à plusieurs voix une histoire des règles. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a les entretiens et qu'on passe au montage, au départ, on a monté de manière assez exhaustive, on va dire, tous les sujets, on les a gardés, toutes les thématiques possibles, on les a gardées. On a essayé de les agencer, et ensuite, en regardant, on va dire, une première version du film qui durait finalement pas si longtemps, je crois qu'on était déjà arrivé à 1h40, ce qui était très raisonnable, mais qui brassait bien d'autres thématiques que celles qui sont maintenant dans le film. Et très vite, en fait, en se disant, bon, on parle de quoi ? On parle des règles. Ça permettait de dire, ça, en fait, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas le sujet. Disons qu'on n'a pas la place, et que c'est très lié, mais c'est pas assez lié. Par exemple, on avait toute une partie sur la contraception masculine, parce que comme on parle de l'égalité et du partage un peu de la charge, c'était lié de parler un peu de contraception féminine, et donc derrière, si on interpelle les hommes, qu'est-ce qu'on pouvait proposer d'autre ? Et donc la contraception masculine était venue dans la discussion, notamment avec Marc. Et en fait, c'est pas lié directement aux règles, et donc on l'a enlevé. Oui. Même si c'était hyper intéressant, et c'était une ouverture vers autre chose. Ça fait que on a essayé vraiment de raconter les règles des premières jusqu'à la ménopause, d'aborder tout ce que ça touche dans la vie quotidienne, donc à la fois la gestion, un petit peu la contraception, parce que ça c'était pas complètement lié non plus, enfin par certains aspects mais pas complètement, et puis beaucoup la gestion de la douleur pour celles que ça concerne, et les règles en société, et donc beaucoup dans le monde du travail, parce que ça représente une part hyper importante, ou à l'école, voilà. Et du coup, très vite, on avait 52 minutes de témoignages, parce que on va pas se mentir, le film, il est quand même très bavard. Ça parle un peu du début à la fin. Mais pour que ça se tienne, et pour que d'un témoignage à l'autre, on glisse d'un sujet à l'autre, ou d'une idée à l'autre, sans que ça paraisse assez logique. Et je me demandais, par rapport à tout à l'heure, tu disais, la dessinatrice, elle s'appelle Elsa Morozevich. Je voulais savoir pourquoi tu as décidé justement d'utiliser ce format papier-dessin un peu qui bouge, plutôt que des photos, des vidéos, pour couper un peu avec les parties témoignages. Si tu as une raison, je pense que oui. Oui. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà... c'est lié au fait que j'ai rencontré Elsa en recherchant des artistes qui seraient intéressés par le projet. Et Elsa travaille avec la matière papier. Elle fait du pop-up, du coup, vraiment découper du papier, c'est ce qu'elle fait au quotidien. Et faire aussi se tourner un peu vers le stop motion qu'elle avait déjà un peu expérimenté, ça l'intéressait. Donc il y avait vraiment tout un éventail de possibilités, mais de travail avec le papier. Ensuite, elle pouvait argumenter de la pertinence d'animation en papier et du pop-up par rapport au sujet des règles, parce que les premiers pop-up, en fait, c'est les livres d'anatomie. Je crois c'est au 15e siècle, mais je me trompe même c'est peut-être même avant, où c'était les premiers moments, en fait, on ouvrait le corps humain. Et à l'intérieur, il y avait en papier tous les organes, et on pouvait soulever, et on trouvait... Et donc, c'était les premiers pop-up. Et donc, pour un film qui allait parler un peu, qui allait expliquer un peu l'anatomie, on s'est dit, ça marche bien. Et
Une autre raison que moi j'avais, c'était de quand même créer autre chose, enfin de créer une distance avec le réel, à la fois parce que ça apporte quelque chose en plus sur le plan de l'imaginaire, d'autant que voilà, ce que Elsa elle a créé, il y a vraiment une dimension ludique, ça peut être poétique, c'est drôle, il y a des moments où on a quand même créé une maquette d'utérus qui ressemble à un flipper, et rien que ça, pour le coup, le réel nous aurait pas permis d'aller vers ça, et donc c'était intéressant justement d'intégrer un imaginaire différent. À l'écran, ça permet aussi de se détacher justement du réel des entretiens face caméra. On a les personnes qui sont face à nous, qui parlent. Et d'un coup, hop, on passe dans quelque chose d'hyper différent, un univers hyper coloré. Niveau équilibre, ça apporte quelque chose. Et moi, je me suis dit que ça pouvait aussi être bien. Alors après, ça s'argumente, mais comme les premières réactions que j'ai reçues en parlant notamment à des hommes du projet du film, en disant on va faire un film sur les règles. Il y a eu des réactions de dégoût, entre autres. Parce que moi, de dire visuellement, sans dire forcément, on va pas faire Shining, on va pas filmer une rivière de sang, c'est pas ça le sujet, mais dire que visuellement, le sang, c'est intéressant, surtout si on le filme justement un peu différemment. Je me suis dit qu'en fait, une distance, ça pouvait être pas mal. De pas être trop frontal dans ce qu'on voulait montrer, parce que mon but, c'était pas de provoquer pour provoquer. Je comprends, voilà, les sensibilités sont différentes, et justement, pour un film qui allait être plutôt grand public, vu que, voilà, s'il est diffusé sur France 3 Grand Est, le public, c'est n'importe qui va allumer sa télé, donc c'est pas ciblé, il faut pouvoir s'adresser à tout le monde, respecter toutes les sensibilités, et du coup, la mise à distance par l'animation, ça nous paraissait tout à fait justifié, et plus intéressant que, voilà, de montrer... Même sans que ce soit montrer, par exemple, des protections utilisées, ça aurait pu être de montrer les objets, un tampon emballé, voilà. Mais comme c'est déjà dit dans le film que, même ça, on nous disait de le cacher, c'est vrai qu'on aurait pu dire, bon, voilà, on vous les montre, mais en même temps, Elsa, elle les a dessinés de manière très réaliste. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller plus loin que ça pour que ce soit quand même quelque chose de concret pour les gens. Voilà. Et du coup, on crée un univers parallèle qui apporte quand même cette dimension pédagogique quand il le faut, avec un peu aussi un peu d'ironie. Voilà, ça nous permettait d'intégrer plus de choses. Je pense que si on avait fait si on avait mis des photos ou des vidéos. Surtout que tu peux pas tout montrer par vidéo et tout. Oui, tout à fait. Ce qui se passe à l'intérieur, etc. Et je pense que comme les témoignages apportent déjà leur dose de concret, de réel, et de... Voilà, les animations, ça faisait un contrepoint par rapport à ça, d'apporter quelque chose de visuel, mais de plus inattendu. Cette partie justement dessin en plus, ça a contrebalancé avec le témoignage qui était bien réel et parfois assez... ça peut être choquant pour certaines personnes, je ne sais pas, mais voilà, je trouve que c'est un bon mix justement. Ça apporte un peu de douceur, mais sans trop... c'est pas non plus bisounours, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu étais féministe. Je le revendique, oui. Et est-ce que tu souhaites justement dédier tout ton travail en général à propos de ce sujet en particulier, des sujets féministes, pour tes autres reportages, etc. Je pense que, en tout cas, contrairement à d'autres, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le sujet, qu'on est loin d'avoir tout gagné, très loin même, et que plus il y aura de récits, plus il y aura de témoignages et sous différentes formes, plus on sera susceptible aussi de toucher les gens qui peut-être se sentent pas encore concernés ou se rendent pas compte. C'est pour ça que, justement, quand j'ai montré pour la première fois Mauvais Sang à un public, alors c'était une projection, on va dire, à destination de l'équipe du film et d'amis, et voilà, c'était un événement festif, voilà, pour célébrer la sortie du film à la télé. J'ai des amis féministes qui ont réagi en trouvant justement que peut-être le film n'allait pas assez loin, qu'il aurait pu être tranché un peu plus par rapport à ce qu'il fait. Et sauf que moi, j'ai pas de problème en fait avec le fait que
Le film est coproduit par France 3 Grand Est et donc est un film grand public. Et donc il faut s'adapter à un public très varié. Plus on pouvait aller vers quelque chose de pédagogique qui ne perd pas les gens, quelle que soit leur sensibilité, quel que soit leur niveau de compréhension des questions qui nous préoccupent, et ben c'est toujours ça de gagner pour que les gens ils acceptent de te suivre en fait dans l'histoire que tu racontes. Et donc oui, j'ai pas fait un truc transcendant, j'ai pas fait le film féministe de l'année, mais j'ai fait un film qui intègre beaucoup de problématiques qui pour l'instant sont pas encore gagnées chez les hommes et chez les femmes. Enfin voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez inclusif, mais à un niveau justement qui va pas mettre de côté ceux qui sont pas convaincus. Voilà. Donc c'est inclusif dans les deux sens quelque part. C'est à la fois de intégrer des questionnements qu'on pense pas toujours à intégrer, même quand on est féministe, et en même temps ne pas laisser ceux qui sont pas d'accord ou ceux qui a priori ne s'intéressent pas à ces sujets de côté. Essayer de les intéresser d'une autre manière. Ouais, moi je suis d'accord, enfin du coup je suis pas d'accord avec ce que t'as dit, du fait que c'est pas le film féministe de l'année. Moi je trouve qu'il n'y a pas de film le plus féministe que d'autres, entre guillemets. Tu abordes le sujet avec douceur, et c'est pas plus mal parce que du coup tu peux justement intéresser plus de personnes qui potentiellement n'étaient pas intéressées par des sujets féministes. Alors, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, oui, effectivement, d'être la plus accueillante possible dans ce sujet-là qui peut être clivant en fait. Si on fait pas attention, oui, effectivement, on peut se braquer, on peut essayer de choquer parce que ça fait trop longtemps qu'on se retire, enfin qu'on nous empêche de choquer, voilà, ou qu'on nous accuse de choquer alors qu'on fait rien. Du coup, je comprends une certaine révolte ou une certaine envie de marquer. Mais après, voilà, moi j'ai proposé autre chose et tout participe à un récit commun et chacun peut y prendre ce qui l'intéresse. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment ? Je suis persuadée quand même que tu as d'autres idées de réalisation. Alors oui, j'ai une autre idée. Alors après, faudra voir si j'arrive à l'emmener plus loin que là où ça en est pour l'instant. En fait, quand j'ai écrit Mauvais sang, à un moment, j'ai bien galéré par rapport aux questions de maternité. Parce que donc parler des règles, c'était parler de la fécondité, c'était parler d'une potentialité du corps féminin. Ou pareil, il y a aussi beaucoup d'injonctions. Clairement, quand t'es une femme dans la société, à partir d'un certain âge, on va pas te laisser tranquille avec justement ce que signifient tes règles, leur présence, leur absence, c'est pas anodin. Et ça m'a pas mal travaillé, donc pendant que j'écrivais Mauvais sang, et donc je me suis dit bon, ça c'est la maternité, c'est une problématique à aborder plus tard, il faudra y revenir pour un prochain projet. Et avec le temps qui a passé, il y a autre chose qui s'est imposée encore plus violemment, on va dire, c'est l'écologie. Je suis féministe et écolo. Combo gagnant à cette époque. Et du coup, je me pose depuis un certain temps maintenant très sérieusement la question d'avoir ou pas des enfants. Je doute de plus en plus. Et donc, comme je suis pas la seule de mon âge, je suis pas la seule, voilà, dans mon entourage, des personnes qui ont entre 20 et 35 ans autour de moi, personne ne veut faire d'enfants. Et ça me paraît pas anodin. Ça dit quelque chose. Et ça dit quelque chose aussi de nos générations qui ont pu se poser cette question, je pense, grâce au féminisme. En fait, d'avoir le choix, là où on nous le laisse encore, pour l'instant. Oui, pour l'instant, j'aime beaucoup le pour l'instant. Hein. Ne parlons pas du droit à l'avortement aux États-Unis. Voilà. C'est ça. Du coup, bon, tant qu'on l'a, on peut, en tout cas, on sait que c'est une question qu'on a gagné à se poser. Il faut se la poser. Et après, je suis pas du tout contre le fait de faire des enfants. C'est juste que moi, personnellement, je sais pas si j'aurai le courage. Face à l'avenir, je manque un peu de courage. Et du coup, voilà, c'est un sujet que j'aimerais éventuellement développer, de réfléchir à ça, de faire ou pas des enfants pour des raisons écologiques, parce que bon, en plus, des raisons, il y en a plusieurs. Mais voilà, pour l'instant, ce projet ne gagne pas l'adhésion de ceux à qui je l'ai soumis. Donc on verra. Pour l'instant, c'est pas encore fait. C'est dans ta tête, quoi. Voilà. Et justement, je vais faire le même exercice que tu as fait avec tes témoignantes. Peux-tu nous raconter ton expérience de femme sur les menstruations ?
En quelques mots, non pas en 1 heure, mais... Et ben justement, comme les femmes du film, il y a eu cette fierté aux premières règles. Enfin, cette fierté, ce soulagement de se dire oh, ça y est, je les ai et je suis normale. Parce que oui, effectivement, on a l'impression d'accéder à quelque chose, un truc un peu mystérieux que toutes les copines commencent à avoir de leur côté, et donc c'est hyper rassurant de les avoir, et on est un peu galvanisé par l'expérience pendant un temps. Ensuite, ça a été moins sympa, parce que je fais, bon, déjà, je trouvais ça un peu chiant. Mais comment ça revient tous les mois? C'est ça. Non, mais moi, le côté de se dire que là, c'était parti pour 40 ans, grosse angoisse. Surtout qu'en fait, très vite, pendant l'adolescence, on va dire à partir du fin de collège, début du lycée, ça a commencé à devenir hyper compliqué à vivre. Je faisais partie de celles qui en souffraient beaucoup, beaucoup. Et effectivement, les médicaments, ça marchait pas si bien. Et du coup, là, la perspective de vivre ça pendant toute ma vie de femme, ça m'a pesé, vraiment, vraiment, vraiment. J'avais pas de problème avec le sang, j'avais la sensation de subir mon corps. Et de subir la féminité aussi. C'est pas tout à fait ça que j'avais imaginé, et pourquoi il faudrait supporter ça. Et du coup, effectivement, le jour où un gynéco m'a dit si vous avez mal pendant vos règles, on supprime les règles. Ah oui. Et voilà. Et en fait, au départ, j'étais un peu interrogative, et puis il m'a dit entre le fait de provoquer des fausses règles avec une pilule classique et juste de pas avoir ces règles avec une autre pilule, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça m'a convaincue. Et j'ai commencé, et j'ai plus jamais eu mes règles avec cette pilule, et je l'ai très bien vécu en fait, parce que j'avais pas du tout l'impression que ça me retirait quelque chose, parce que je fais pas partie des femmes qui ont besoin d'avoir ce rythme, qui sont dans cette temporalité du cycle. Moi, ça me manque pas. Après, je trouve ça hyper beau. J'ai notamment eu un témoignage d'une femme qui disait qu'elle se souvenait de chaque fois qu'elle avait eu ses règles. Enfin, parce que ça marquait un moment à chaque fois, ça rythmait. Et je trouve ça hyper beau. Après, moi, je sais que non. Pour l'instant, voilà, les règles, c'est pas plus compliqué que ça. Après, voilà, je suis à la petite moitié d'une vie menstruée, on va dire, mais je pense aussi que j'ai pu faire les choix que j'ai faits parce que le fait d'avoir des enfants ou pas, enfin, tout ce que, en fait, le féminisme m'avait permis de questionner, ça m'a permis, je pense, de me libérer de certaines injonctions, justement, de pas me dire, vu que j'étais pas sûre d'avoir des enfants, et j'étais surtout pas sûre d'en vouloir au moment où j'avais pris par exemple cette pilule, j'avais pas besoin d'avoir mes règles pour me rassurer sur une potentielle capacité à tomber enceinte à ce moment-là. Il y a pas besoin. Et puis après, je comprends qu'on puisse ne pas avoir envie de prendre d'hormones, on n'a pas envie. Mais en fait, tout dépend du regard qu'on porte sur les choses. Moi, cette pilule, à ce moment-là, elle m'est apparue comme une libération de quelque chose de bien plus compliqué à vivre. Je l'ai vue de manière positive et je l'ai très bien vécue. Voilà, mais ça veut pas dire que ça correspond à tout le monde. Et pareil, ça veut pas dire que ne pas avoir ses règles, ça correspond à tout le monde. Il y en a beaucoup qui, ça les rassure même sur le fait que leur corps fonctionne ou pas. On est toutes différentes et chacune... En tout cas, cette expérience, elle m'a vraiment permis de me rendre compte qu'on vit les choses chacune à notre manière et que c'est quand même hyper important de respecter les parcours de chacune et de chacun, et de pas effectivement, ce qu'on disait plus tôt, c'est que ce qui nous convient à nous, pour plusieurs raisons, va pas convenir à quelqu'un qui pourrait avoir une situation hyper similaire, et pour autant ça marchera pas forcément. Oui. Tout ce qu'on peut réclamer, c'est peut-être d'avoir encore plus de choix, encore plus de solutions selon les problèmes qu'on rencontre, d'avoir plus de manières de prendre les choses en charge, et pour justement les vivre au mieux. Tout ce qu'on peut demander, c'est ça, c'est d'avoir plus d'options. Mais ensuite, à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Et pour avoir plus d'options, il faut en parler, parce qu'il faut plus que ça soit tabou, faut que tout le monde en parle, y compris les hommes. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait d'aborder le sujet, justement, à partir de la 6e, par exemple, la classe de 6e, et pour toute la classe? Oui, si, ça je suis à fond pour. D'ailleurs, dans le film, il y a Alice qui était... à l'époque où on a fait le tournage, elle était animatrice au planning familial. Elle avait une bonne expérience des animations en milieu scolaire. Et bon, elle, d'ailleurs, elle le dit dans le film, c'est qu'elle commencerait à la maternelle. Alors évidemment, oui, pas de la même manière. Voilà, on adapte le discours. Mais pour elle, en fait, le collège, c'est déjà un moment où les rôles genrés sont déjà bien mis en place. Et en fait, oui, moi, c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est que le plus tôt on commence en tout cas à parler de la différence des corps, mais que cette différence, elle nous rend pas... elle nous sépare pas les uns des autres,
je pense que c'est hyper important de commencer ça le plus tôt possible parce que c'est vrai qu'on est dans une telle distinction entre ce qui est pour les filles et ce qui est pour les garçons. Oui. Enfin, c'est vrai que je me souviens qu'au collège, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on se construit. Mais après, c'est comme ça qu'on a une société aussi binaire qui a autant de mal avec tout ce qui sort de ce qu'on a instauré comme norme. Donc oui, on en parle dès la 6e, voire bien avant, en adaptant le discours, évidemment. Déjà parce qu'en plus, en primaire, les filles, elles commencent déjà à avoir leurs règles. Maintenant, oui, certaines, ouais. Voilà. Ça se fait de plus en plus tôt. Rien que dans les personnes à qui j'ai parlé, dans les plus jeunes femmes, il y en a plusieurs qui les ont eues dès la primaire, enfin fin de primaire. Mais il n'empêche que si on t'en a pas parlé, et si ta mère t'en a pas parlé à ce moment-là, parce qu'elle s'attend pas à ce que tu les aies à ce moment-là, ça reste un événement un peu traumatique. Et donc, profitons du fait qu'on sait que ça va arriver pour en parler, pour faire de la pédagogie autour de ça. Bah, surtout si ça arrive en pleine classe, quoi. C'est ça, voilà. Parmi toutes mes rencontres, il y avait quelques mamans féministes, mais des mamans de garçons. Et c'est vrai que pour elles, on voyait que c'était important, en fait, de faire cette transmission d'informations le plus tôt possible. Parce que elles étaient des femmes, et donc leurs petits garçons, très tôt, ils pouvaient être confrontés à ce par quoi elles passaient au quotidien, et qu'en fait, ça leur paraissait important qu'après, ils puissent accompagner au mieux les filles de leur âge. Bah oui. Et donc ça, c'est dès la primaire, pour que ça puisse pas être diabolisé, pour que le tabou, il s'arrête. Voilà, c'est juste, effectivement, oui, on en parle. Il y a plein de ressources qui existent, il faut les utiliser, il faut faire des nouveaux humains plus avertis, plus ouverts que nous. Tu dis, il y a de plus en plus de sources d'informations là-dessus, mais est-ce qu'il faudrait pas, en plus, l'intégrer dans le programme scolaire dès le collège ? Quand je dis intégrer, c'est vraiment en faire tout un chapitre, par exemple un semestre, ça fasse partie de la SVT, je sais pas si ça s'appelle comme ça encore. En tout cas, parce que c'est sûr que si c'est quelque chose à côté, si c'est quelque chose qui doit être pris en charge par des personnes extérieures qui viennent pour une demi-heure pour répondre aux questions. Pas pareil. Et c'est un truc marginal, c'est pas traité comme quelque chose de fondamental dans ta vie d'adolescent et dans la transformation de ton corps. Donc si, il faut que ça ait une vraie place. Ça me paraît évident parce que, en fait, la place qu'on lui donne, c'est la place que ça peut prendre ensuite dans la société. Et c'est sûr que si on en fait quelque chose que même le corps enseignant refuse de prendre en charge, ça reste finalement quelque chose de tabou, qui est géré par quelque chose d'extérieur. On sait pas trop d'où ça vient, on sait pas... Mais oui. Après, on n'a plus les intervenants en face quand les vraies questions reviennent. Mais oui. Lors de l'intervention, en général, tu peux être un peu scotché et tu sais pas quoi poser comme question. Parce que pour savoir quel est le fonctionnement des règles, pourquoi il y a du sang qui coule tous les mois, etc., et pourquoi parfois ça dure pas tous les mois, que c'est dégalé, pourquoi certaines personnes c'est pas 28 jours, etc., et nanana. Tout ça, t'es obligé de le chercher ailleurs qu'à l'école, parce qu'on n'apporte pas le sujet, et je trouve ça tellement pas logique. Non, en plus c'est vrai qu'à l'adolescence, on pourrait presque imaginer des espèces de groupes de parole. Ouais. C'est pas obligé que ce soit mix, mais en tout cas il faut que les garçons et les filles puissent accéder à de l'information et... Parce qu'effectivement, ça reste un âge où c'est pas forcément facile d'exposer ces questions-là. Voilà, il n'y a pas d'obligation à tout faire en commun. C'est juste qu'il faut pouvoir avoir accès à l'information, il faut être accompagné pour pas rester avec des questions sans réponse auxquelles on va trouver des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes parce qu'on cherche et on finit par trouver quelqu'un qui va nous donner une information, mais parfois c'est l'information qui l'arrange. Et après, on a justement des espèces de... les groupes, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, avec une espèce de mythologie autour de leur propre corps et autour du corps, du sexe opposé, qui est complètement inventé, et puis parce que on se transmet des informations, des on-dit, et qu'on sait pas vers qui se tourner si jamais on veut une réponse un peu plus... plus balisée. Ouais. Et est-ce que tu penses que les mentalités ont évolué sur le sujet ? Que ça soit nouvelle génération entre deux, on va dire, et puis ancienne génération, et surtout, notamment, au travail. Je pense que ça bouge, ouais. Ouais, positif. Ne serait-ce que, au moment où le film est sorti, c'est marrant parce que il y a eu plusieurs articles pour dire que il y avait des entreprises qui commençaient à s'intéresser au congé menstruel. Ah.
Alors voilà. Et donc ils testent une mise en place à leur échelle pour voir comment ça fonctionne. Alors après voilà, c'est des petites entreprises où du coup la discussion a été possible entre les différents salariés et que voilà, les hommes et les femmes étaient peut-être en nombre égal et c'était plus facile de faire primer les différents points de vue et de s'entendre. Sur une grosse entreprise de 2000 personnes, peut-être que c'est plus compliqué. Ah, j'aurais dit l'inverse, tu vois. En fait, en tout cas, c'est plus compliqué à faire passer dans la culture de l'entreprise. C'est pas forcément plus compliqué à mettre en place parce qu'effectivement, à partir du moment où, je sais pas, si le patron, la patronne décide que voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça et met les moyens d'eux, évidemment, ça se fait. C'est juste que là, les entreprises où ça s'est testé, ça vient des gens, en fait. Et du coup, ça a peut-être plus de chances de bien se passer et en tout cas, de pas créer des dissensions entre ceux qui vont dire mais pourquoi les femmes, elles sont privilégiées. Voilà. C'est pas le bon mot, je pense. Non, voilà. Mais en tout cas... Et du coup, c'est marrant parce que comme la première rencontre avec le public, les gens m'ont demandé mon avis sur le congé menstruel. Et moi, je dirais comme ce que dit Alice dans le film, c'est que c'est une bonne idée, mais parce qu'en fait, ça rend visible. C'est encore une fois, c'est une bonne idée dans l'idée. Parce que c'est rendre visible les problèmes qui sont liés aux règles et qui rendraient nécessaire le fait de prendre du temps pour soi. Après, ça veut pas dire que c'est la seule réponse à ça. Et ça veut pas dire que toutes les femmes qui ont leurs règles vont arrêter de travailler. Ça veut pas dire que... Si ça se mettait en place, voilà, il y a des femmes qui préféreraient continuer à travailler parce que voilà. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Déjà, il y en a qui souffrent pas. Oui, voilà. Mais dans celles qui souffrent, voilà, non, mais complètement. Dans le film, on parle beaucoup de la douleur, mais parce que effectivement, c'est un des sujets qui, pour l'instant, est pas assez, peut-être pas assez pris en charge et pas assez abordé. Et du coup, c'est un gros sujet. Mais ça représente pas toutes les femmes qui ont leurs règles. Et du coup, parce qu'il faut arrêter de nous infantiliser et il faut arrêter de penser que parce qu'on nous donne droit à un congé, que toutes les femmes vont le prendre et que ce sera la désertion des entreprises. Après, voilà, il faut traiter les choses de manière responsable et effectivement, il faudrait pas que, au moment de l'embauche, on considère que parce que t'es une femme, oui, c'est ça. on va penser que tu t'enfuis du boulot tous les mois. Tous les mois et potentiellement si tu as un enfant. Ça, mais c'est pour ça que ça, c'est des choses où il faut que la société, elle avance. C'est pas en l'imposant d'un coup que ça va bien se passer, j'imagine. Et encore une fois, le congé menstruel, c'est une idée, une solution, mais ça veut pas dire que c'est la seule. Encore une fois, c'est une histoire d'option. Une personne, elle a ses règles, elle a des douleurs ou pas. Qu'est-ce qu'elle va choisir pour les vivre ? Est-ce qu'elle va préférer utiliser un médicament qui fonctionne bien et qui est sans danger pour sa santé pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle aime ? Donc c'est vraiment d'avoir des options et des options qui fonctionnent bien et qui laissent personne derrière, quoi. Ouais. J'avais envie de rebondir sur un truc, mais c'est vraiment juste un petit aparté, c'est que tu disais que c'était un peu frustrant pour toi de condenser tout ce que tu avais à dire par rapport à ce sujet dans 52 minutes, ce qui est clairement court. Surtout quand on a envie de beaucoup parler sur le sujet et de vraiment, de pas synthétiser, de vraiment d'argumenter, pourquoi pas en faire une mini-série. Hey. Alors, tu n'es pas la seule à y avoir suis sûre. Pensé. Contacte Netflix. Non, je rigole. Dans l'idée, c'est vrai. C'est juste qu'en fait, moi, après 5 ans de boulot dessus, j'ai quand même le sentiment d'avoir fait le tour, même si je suis d'accord qu'en fait, vu qu'on a ouvert plein de portes, ça pourrait être super intéressant de continuer le travail, mais c'est juste que c'est frustrant, mais pas tant que ça, le fait de synthétiser. Parce que, du coup, c'est un exercice. Et ça permet d'aller chercher le meilleur propos sur tel sujet. Au bout du compte, certes, c'est que 52 minutes, mais c'est 52 minutes qu'on a vraiment bossé à fond, au millimètre. On a vraiment fait coïncider les séquences d'animation avec la parole. Après, voilà, le travail du son, entre la musique, les bruitages sur les animations, tout ça. Donc vraiment, pour moi, en fait, il y a vraiment la sensation du produit fini. Bon. Et d'être allé aussi loin que possible sur le sujet qu'on s'était fixé. Alors effectivement, j'ai d'autres choses qui sont racontées par les gens interviewés dans tous les rushs qu'on a de côté, mais
Mais quelque part, je pense que c'est peut-être mieux si justement ça inspire et que ça donne envie à d'autres de rebondir. Mais effectivement, moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire quelque part. J'ai fait, on va dire, mon travail pour déconstruire le tabou, pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour avancer. Voilà. Après, je laisse le sujet aux autres. Voilà. Mais je pense que c'est quand même lié effectivement au fait du travail long qui fait que après moi en général j'ai envie de faire autre chose. Voilà, un peu. Tourner la page. C'est ça. La petite question de la fin, quel est ton sujet tabou à toi ? Je pense qu'il y aurait plus de choses autour de la sexualité. Je saurais pas forcément en dire plus, mais autant je me suis rendu compte que c'était peut-être parce que je faisais un film sur les règles que c'était facile pour moi d'un coup de parler du sujet devant n'importe qui sans avoir peur de dire quelque chose de déplacé. Alors après, voilà, on adapte toujours le discours, mais enfin en tout cas moi je l'adapte. mais c'est vrai que finalement les règles et parler de plein de choses du corps, ça me dérange pas. La sexualité, ça serait pas quelque chose sur lequel je pourrais partir avec autant d'aisance. Ouais. Et encore une fois, je pense que voilà, on n'a pas tous les mêmes limites ou les mêmes réserves, mais moi, je pense que c'en est une chez moi. Ce serait ton sujet tabou, la sexualité. Mais tout en considérant qu'il ne faut pas que ça le soit, forcément. Ouais. Il y a toujours une part d'intime, de personnel qu'on peut, voilà, on va pas forcer chez les gens, quoi. C'est-à-dire que tu pourrais pas toi en parler, mais par contre écouter quelqu'un qui en parle. Oui, ça, il y a pas trop de problème. Ouais. Très bien. Et est-ce qu'il y aurait un sujet que tu aimerais qu'on aborde sur Sans Tabou en podcast ? Si on veut poursuivre par exemple le travail amorcé par Mauvais Sang, un des autres tabous qui m'intéressait pas mal, mais après tu me dis si ça c'est déjà fait, il y avait ce qui concernait la vieillesse des femmes, ou pareil, alors on commence un peu à creuser le sujet, notamment dans le milieu du cinéma, c'est pas mal abordé, mais cette invisibilisation. Et en fait, du coup, en travaillant sur les règles, clairement, la ménopause, c'était le tabou dans le tabou. Parce que, en fait, ça m'avait permis de découvrir qu'on avait presque inventé la ménopause juste pour mettre les femmes à l'écart de la société à partir du moment où elles atteignaient un certain âge. Et je pense que on continue, en fait, plus ou moins à le faire. Comment se projeter, nous, en tant que jeunes femmes, vers l'avenir, si à un moment on a l'impression qu'on disparaît. Oui, que notre vie s'arrête carrément. C'est ça. Très bon sujet que nous n'avons pas encore abordé. Donc, je le note. Merci pour tout ce témoignage. Vraiment ravie que tu aies pu le faire, qu'on ait pu trouver un moment. Merci à toi. J'espère que ça va plaire. J'espère aussi. Et puis, je t'ai dit à très vite. Je vais tout mettre les noms. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode. Merci. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère qu'il vous a plu et que le sujet des menstruations est un peu moins tabou pour vous. Je vous mets toutes les infos du documentaire dans l'article. D'ailleurs, si vous avez des questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez Sans Tabou, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou.podcast.com, sur Instagram @positivestudio sans e tout attaché .podcasting ou bien par mail à sanstabou.podcast@gmail.com si vous aimez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.